Alors, bienvenue pour cette conférence qui lance un peu la saison, là, l'automne, on aime ça. On a plein de conférences qui s'en viennent pour justement présenter nos destinations 2024 avec des petites nouveautés, puis ceux qu'on a l'habitude de proposer, un peu comme ce soir aussi, entre autres. Alors, c'est ça, attendez. Voilà. Donc, je débute un peu avec petite histoire de Caravanier. Donc Caravanier a été fondé en 1998 par Richard Rémy et Suzanne Arruda qu'on voit au centre de cette photo. Photo que j'aime beaucoup personnellement parce qu'elle représente bien, je trouve, en tout cas une partie seulement évidemment, mais de la grande famille de Caravanier. Euh, Caravanier, donc c'est voyager évidemment, parce que voyager, c'est le cœur de notre métier, c'est ce qu'on fait, c'est vous faire voyager, puis c'est ce qui nous anime aussi. Mais c'est agir également, parce que agir, c'est un peu l'ADN de Caravanier depuis nos débuts, c'est agir dans la façon dont on pense nos itinéraires, dont on les réfléchit aussi, et agir parce qu'on est conscient évidemment de l'impact qu'on a quand on voyage. Donc c'est aussi la volonté de minimiser, notre impact et laisser le moins de traces, possible, dans nos voyages. Hem, depuis longtemps, en fait, on est très investis et impliqués et assez précurseurs en tout cas dans le volet environnemental. On a commencé par, imposer à tout, en tout cas à inclure automatiquement la compensation carbone dans tous nos voyages en compensant, via donc les crédits hors de planétaire. Puis ensuite de ça, tout l'argent qui est récolté va directement dans des projets environnementaux, sociaux, à travers le monde qui sont décidés, votés à chaque année. Ensuite de ça, Richard a été vraiment, l'initiateur du projet afin qu'on puisse, faire partie du mouvement mondial, donc du 1 pour la planète, je pense que c'était en 2018 quand on a vraiment commencé à intégrer le 1 pour la planète et donc même chose, on reverse maintenant automatiquement, en plus de votre compensation carbone, 1 de notre chiffre d'affaires, à l'organisme, donc de 1 pour la planète même chose, les fonds, sont à chaque année reversés dans des actions concrètes pour l'environnement, des associations, des organismes et cetera. Il y a eu aussi, tout un mouvement au Québec qui a été insufflé par Richard à l'époque justement pour essayer d'amener d'autres entreprises du Québec, de plein air en tout cas à faire partie du 1. Puis ça a été quand même un succès parce que l'AEQ, Aventure Écotourisme, Québec, est la première association à faire partie du 1 avec autant d'autres acteurs, d'autres joueurs du tourisme en tout cas, ici. Alors, on espère que ça continue, puis que d'autres suivent aussi ce mouvement-là. Donc, il y a agir pour l'environnement, mais il y a agir aussi pour le côté social dont je vous parlais là. La petite histoire derrière cette photo, par exemple, c'en est un bon exemple. Cette photo, elle a été prise pour nos 20 ans. On a fêté nos 20 ans dans le désert au Maroc, dans le cadre d'une grande méharée qui avait été organisée avec une centaine de voyageurs. Et pour Caravanier, c'était aussi très, très important que nos partenaires à travers le monde puissent y participer, puis être avec nous pour vivre ce moment-là. Parce que ça vraiment, il y a des gens là-dedans avec qui on travaille depuis 25 ans parfois, donc c'est vraiment des liens très forts. Sur cette photo, on peut voir Babou et Tendi qui sont nos partenaires au Népal à droite. Il y a Ivan d'Équateur également à droite avec eux. En bas, on a Vico du Pérou. Sur la gauche, on a Ramso de Tanzanie et tout à gauche, on a par exemple Antonis qui nous vient de Crète, notre berger crétois. Donc c'était vraiment un très beau rassemblement, très fort qui justement marquait nos liens à travers le monde. Ça passe aussi par plusieurs actions qui ont été mises en place tout au long de l'histoire de Caravanier, que ce soit le soutien d'une école au Népal qu'on subventionne encore, en tout cas dans laquelle on va toujours dormir dans la cour d'école pour certains de nos voyages au Népal. C'est vraiment le fun d'y faire un arrêt. Que ce soit par des levées de fonds pendant les séismes, que ce soit au Népal ou ailleurs, ou pendant la pandémie. En tout cas, on a vraiment essayé de soutenir modestement, comme on le pouvait aussi, nos équipes. Ça passe aussi par, agir dans le choix de nos itinéraires. Chaque itinéraire, on les repense. On n'est jamais 100 confiant de ce qu'on propose parce que, on a toujours envie d'offrir
ce qui nous ressemble le plus. Donc, il y a plein d'exemples, mais entre autres, le camp de base de l'Everest a vraiment été un voyage qui a été fort chez Caravanier pendant longtemps, puis assez emblématique. Mais on a vraiment pris la décision il y a quelques années déjà de plus y aller pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu'on prenait plus de plaisir. Il y avait beaucoup trop de monde. On n'avait pas vraiment plus de sens d'y retourner. Donc, on préfère proposer des itinéraires alternatifs qui auront un impact moindre sur l'environnement puis sur les populations locales et en même temps bien plus fun aussi pour nous en tant que voyageurs. Donc ça fait partie aussi de notre philosophie. Et évidemment, voyager moins mais mieux et plus longtemps. C'est clairement notre ligne directrice. Alors vraiment la volonté de faire des voyages un peu plus longs, de vraiment découvrir pleinement une région un peu plus approfondie que juste de la survoler parce que quitte à prendre l'avion, ben, autant en profiter, rester plus longtemps, là, minimum 2 semaines dans le pays, voire, plus. Là, on a des voyages où on peut y rester 1 mois. Donc c'est ça, on vous invite vraiment à y penser, en tout cas quand vous voyagez. Donc voilà pour la petite histoire de Caravanier. Un mot sur vos conférenciers, ce soir. Je suis, avec, François-Xavier, donc FX, qui va, nous présenter, l'Ouganda, tantôt. Alors FX, c'est le petit jeune de l'équipe. Ça fait 2 ans qu'il travaille chez Caravanier, mais en vrai, il a Mhm. roulé sa bosse pendant de longues, longues années bien avant. Donc, un guide polyvalent qui a beaucoup, beaucoup voyagé à travers le monde, qui est passionné de hauts sommets, de hautes montagnes et d'alpinisme, mais pas que. Donc, on peut le retrouver sur nos voyages d'expédition autant que sur nos voyages plus épicuriens. Alors, voilà. Puis tu veux que je te présente, j'imagine? Non, je peux le faire. Ça va être rapide, mais t'es pas obligé d'improviser. Phew! Et donc, ben, moi-même, c'est ça, ça fait rapidement, ça fait 5 ans que je travaille chez Caravanier, puis j'ai eu la chance aussi d'évoluer au sein de l'équipe et bah, de me rendre aussi dans plusieurs de nos destinations, créer des liens avec nos équipes locales, chose qui me tient très à cœur aussi. Et voilà, je m'occupe principalement de nos destinations en Afrique et en Himalaya. Donc c'est ça. Ce soir, je vous présente la Tanzanie. Cool. Bon, donc on part avec, bah, c'est ça, je commence. J'ouvre le bal avec notre voyage en Tanzanie, avec le Meru et le Kilimandjaro et donc la dernière partie de safari. Petite présentation rapide là, de la géologie. C'est vraiment une carte juste pour vous présenter un peu ce qu'on voit là. C'est la vallée du Grand Rift qui s'étend sur à peu près 6000 kilomètres. Puis c'est un ensemble géologique de failles tectoniques qui ont vraiment créé des volcans. Donc on voit que le Kili, là, il est en plein là-dedans. Là. On va se situer dans cette région-là. Puis d'ailleurs, l'Ouganda avec les Rwenzori, là, on n'est pas très très loin. Donc c'est ça. Ça reste que c'est très volcanique, donc comme environnement, entre le Meru, puis ensuite la portion Kili, même le Ngorongoro qu'on va voir à la fin, on est dans justement toute cette faille volcanique-là. Alors, les grandes étapes de notre voyage en Tanzanie, en fait, il y a 3 grandes étapes qui vont vraiment marquer votre voyage puis le définir. Il y a d'abord le mont Meru, qui est un premier trek de 4 jours, qui va vous permettre d'atteindre donc le Meru, qui est le 5e sommet d'Afrique, mais le 2e de Tanzanie, qui culmine à 4500 et quelques. Et ensuite, on va sur le Kili pour 7 jours, qui nous permet donc d'aller sur le plus haut sommet d'Afrique à 5895 mètres. Et on termine avec la petite cerise sur le sundae avec le safari pour, dans les plus beaux parcs, clairement du nord, tanzanien pour, la détente en fin de voyage, la récompense. Alors, première partie, le Mérou. Définitivement, moi, le Mérou, c'est mon coup de cœur du voyage. C'est, la partie, en tout cas, que je préfère en termes de paysage parce que c'est un 4 jours seulement, mais c'est un 4 jours hyper varié, hyper contrasté. On le voit là, la première journée, on débute à 1500 mètres. Donc, c'est quand même un environnement assez tropical, assez humide. On passe par des plaines. C'est comme un premier petit safari à pied. Où on peut voir déjà des buffles, des girafes. Bref, c'est des colobes qui sont des singes, une sorte de singes à poils longs, là, noir et blanc. Donc, c'est vraiment flyé comme environnement. Puis, on a ces arbres-là
des arbres barbus un peu là. C'est vraiment très tropical comme environnement dans lequel on évolue. Euh, Et petit à petit, plus on va monter, bah, déjà le deuxième jour, on passe donc en fait, on dort à chaque fois. Je vais vous parler des refuges après là, sur les dodos sur le Mérou, mais on dort dans des refuges. Donc on fait une première nuit à 2 500 mètres et ensuite 2 nuits à 3 500 mètres. Donc une autre des raisons pour laquelle le Mérou, on adore y aller, c'est que c'est vraiment une très bonne mise en jambe et ça vous permet une bonne acclimatation avant de débuter le Kili. Donc, au-delà des paysages qui sont vraiment magnifiques, ça aide aussi, énormément à vous préparer, en fait, avant de débuter vraiment la portion, Kili. Donc là, on le voit déjà le deuxième jour quand on atteint le 3 500 mètres, là, l'environnement change un peu. On change un peu d'écosystème, les arbres se font plus petits. Là, on voit le petit Mérou qui est à 3 008. On fait une petite pointe comme ça nous permet vraiment de parfaire. Là, c'est la vue qu'on voit du petit Mérou avec le sommet du Mérou là-bas tout au loin. On voit justement la crête qui est assez spectaculaire quand on va longer justement le troisième jour. Donc puis vraiment exactement ce genre de vue-là, les plus belles vues en fait que vous allez retrouver du Kili vont être celles que vous trouverez sur le Mérou. Parce qu'on a vraiment quand c'est bien dégagé comme ça, là, on a vraiment des vues incroyables sur le massif du Kili, au loin. Donc comme je disais, on dort en refuge. Le Mérou, souvent, c'est un peu le grand oublié là, dans les treks dans le coin, parce que souvent, la plupart des gens se concentrent pour faire le Kili assez rapidement. Et on oublie souvent le Mérou, donc ce qui fait il n'y a pas souvent trop de monde, même dans les refuges, il y a parfois deux, trois groupes, mais on n'est pas non plus si nombreux. Donc souvent, c'est des petits dortoirs de 3-4 personnes. Puis l'équipe locale qui nous accompagne, les cuisiniers, les guides locaux, votre guide caravanier vont être vraiment les mêmes du début à la fin. On a l'équipe locale, une moitié de l'équipe locale qui nous accompagne sur le Mérou, puis l'autre moitié, c'est l'équipe du parc. Donc c'est ça. On voit là tout en haut à gauche aussi le sommet du Mérou au loin. Donc exemple, c'est toujours très convivial aussi, les soupers, les repas là dans les refuges. Donc entre la troisième journée, par exemple, donc c'est ça, on arrive à la troisième journée du Mérou, ça va être votre journée d'ascension. Quand je parlais de 4 jours très contrastés, mais ça l'est vraiment parce que cette troisième journée-là, vous allez complètement changer encore d'environnement. Là, on va passer de 3 500 à 4 500 quasiment. On est dans un environnement lunaire. On a l'impression de changer de planète. C'est très, très volcanique. On a vraiment une crête assez hallucinante. Puis on a ce cône assez magnifique là comme paysage tout au long. Donc vraiment une grosse journée, pas facile, parce qu'évidemment, vous débutez votre acclimatation, c'est le début de votre voyage, donc elle est vraiment exigeante cette journée-là. Comptez en moyenne 10, 12 heures de marche, dépendamment évidemment du rythme du groupe. On y va polé-polé en Tanzanie, donc vraiment doucement, lentement. Le rythme de marche en altitude n'est pas le même. Je vous parlerai un petit peu de l'altitude tantôt, mais vraiment le rythme de marche est beaucoup plus lent. Il n'y a rien de technique sur le Mérou, même sur le Kili. On n'est pas dans de l'alpinisme, il n'y a rien de technique, il n'y a pas d'encordement, il n'y a pas besoin de crampons sur ce voyage ou quoi que ce soit. Le Mérou, il va être peut-être un petit peu plus rocailleux. Là, je pense j'ai peut-être une prochaine photo un peu plus tard où on voit justement, surtout à l'arrivée vers le sommet, où la portion des roches, mais là on parle de quelques centaines de mètres, mais sinon c'est du beau sentier. La crête paraît spectaculaire, mais c'est toujours un peu plus large que ça ne paraît en photo. Et je le répète, mais c'est vraiment très beau. En tout cas, c'est une très belle journée. Ah voilà, c'est ça, la photo dont je parlais. Ça, c'est quand on arrive plus vers le sommet, là, que ça ressemble pas mal un petit peu à de la grimpette comme ça. Mais sinon, rien de... c'est ça. C'est vraiment un aller-retour. Donc le jour 3, aller-retour, on retourne dormir à 3 500 mètres. Donc ça, c'est parfait. Et ensuite, on redescend tranquille. Ben, voilà, là, on voit le sommet du Mérou. Et ensuite, on redescend. Ben, la quatrième journée, on retrouve oxygène, la forêt dense, humide. Et puis, on peut croiser encore une fois. On repasse par des plaines. On repasse pas tout à fait par le même chemin qu'à l'aller. Donc, on passe par une autre voie de retour. Même chose, on peut croiser des buffles, des girafes. Bref, donc on a vraiment un 4 jours hyper varié, hyper contrasté, mais assez hallucinant. Donc, ça pour cette première partie.
Arrêtez-moi si jamais il y a des questions entre-temps, mais... Ou sinon, on se la garde pour la fin. Ensuite, vous retournez à Arusha. Arusha, ça va être vraiment votre camp de base entre chaque étape de voyage. Donc, on a un hôtel à Arusha, ça va être le même à chaque fois à votre arrivée entre le Meru et le Kili et entre le Kili et le Safari. Donc, vous allez pouvoir laisser des choses en consigne. Vous partez pas avec tout votre stock à chaque fois que vous partez sur la montagne. Donc c'est ça. Puis le principe sur le Kili, puis sur le Meru, ça va être la même chose. Donc, vous portez seulement votre sac de jour. Votre sac souple, votre gros duffel, c'est ce qui va être porté par les porteurs, autant pour le Meru que pour le Kili. Donc, arrivé à Arusha, clac, clac, on fait ses affaires, puis le lendemain, on repart direction le Kili. Alors, bien choisir sa voie, ben oui, c'est important parce que ça peut être vite le Far West sur le Kili. Il existe énormément énormément. Il existe plusieurs voies. Puis c'est une montagne qui attire beaucoup de monde. Il y a beaucoup, beaucoup d'agences qui le proposent. À peu près plus de 60 000 randonneurs chaque année. Donc, ça peut vite, vite devenir très fréquenté. Tout à l'heure, je vous parlais justement du fait qu'on choisit nos itinéraires, puis quand on n'a plus le fun, on arrête d'y aller. La raison pour laquelle on continue encore de proposer le Kili, c'est bien parce que justement, on a une voie d'ascension, d'approche du sommet qui est vraiment différente, puis encore aujourd'hui nous permet d'avoir un isolement et vraiment d'offrir quelque chose de complètement différent. Donc on a encore confiance en ce qu'on propose, en fait, dans l'approche du Kili, parce que si vraiment cette voie-là venait encore une fois à se développer, puis à devenir comme les autres voies qui sont devenues ultra populaires, bah, il y a de bonnes chances qu'on n'y aille plus, en fait, parce que encore une fois, on préfère aller là où c'est plus agréable de marcher, puis ça en fait partie. Mais un petit mot rapide pour vous présenter les différentes voies d'ascension, puis vous faire une idée. On a la Marangou qui est la verte, là, qu'on voit ici, vert fluo. Ça, c'était la première voie d'ascension qui est un aller-retour. Puis c'est la seule qui se faisait en refuge. Elle a vite été renommée Coca-Cola Road, puis avec raison, là, ça a été très longtemps une voie surfréquentée. Et il y a longtemps, il y a la voie Matchamé qu'on voit ici. Euh, Est-ce que... Ouais, vous voyez, hein, mon petit, je pense que oui. Super. Donc, on la voit ici. Ensuite, la voie Matchamé, elle prend vers le mur de Barranco et on arrive à Barafou, qui est le camp de base pour vraiment atteindre le sommet. Donc, c'est gigantesque, là, c'est très, très grand le camp Barafou. Et souvent, avec cette voie-là, bon, bah, on part vers 23h minuit, on marche toute la nuit, on arrive au sommet, puis ensuite, on redescend par cette voie ici, qui est la Mueca. Et c'est la porte de sortie pour tout le monde d'ailleurs. Donc, cette voie-là, maintenant, la Matchamé, est devenue la plus populaire. Pendant longtemps, on l'a proposé, mais ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a arrêté aussi d'y aller parce qu'on ne voyait plus l'intérêt. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Euh, le camp Barafou, nous, on y passe seulement au retour. Puis vous allez comprendre pourquoi on a arrêté aussi d'y aller. Alors, parce que c'est vraiment forcément, plus il y a de monde, plus il y a de déchets. C'est un peu une montagne qui, malheureusement, je veux dire, la gestion des déchets, c'est pas encore très, très acquis. Ce qui fait que non, ça faisait plus partie de nos plans. Il y a d'autres voies comme la Shira, la Lemosho qui sont en train de se développer un petit peu plus, mais souvent ces deux voies-là, elles arrivent ici, puis hop, elles contournent, elles redescendent, puis elles vont aller rejoindre Barafou aussi. Donc en fait, Barafou, c'est devenu un peu le camp de base pour toutes les voies d'ascension quasiment. Et bon, après, il y a d'autres voies, la Rangai qui part du Kenya, qui est vraiment très peu fréquentée, puis souvent leur camp de base, ça va être Kibo, qui est aussi un camp de base principal qui était pour la voie Marangu. Et donc, je termine avec la nôtre. On va prendre plusieurs voies. On va débuter, donc on arrive sur le plateau de Chira. À savoir que bah, c'est ça, le massif du Kili, c'était trois sommets volcaniques. Donc il y avait le Chira qui s'est complètement effondré, qui est devenu un plateau. On a le Kibo, qui est donc le sommet Uhuru, le pic Uhuru qu'on va grimper. Et on a le pic Mawenzi qu'on va pas grimper, mais qu'on voit quand on contourne. Là, on le voit vraiment bien, même quand on redescend. Donc ils font partie du massif là, du Kilimandjaro. Donc nous, on arrive ici sur le plateau de Chira, qui est déjà à peu près à 3500 mètres. Mais l'altitude, c'est parfait. En tout cas, c'est vraiment pas un problème, étant donné que nous, on a déjà dormi à cette altitude-là précédemment. Donc, on est relativement en forme. Oups, mince, je suis allée trop vite. Je voulais déjà vous montrer les photos. Attends. Ah, il veut plus retourner en arrière. Ah, mince. Est-ce que tu vois mes photos changer ou pas? Non. Ah. Ah oui, là oui. Ouais, ok, bon. Allez, je pense. Donc, il veut pas retourner en arrière.
ma photo? Ah si, ça y est. Ok, bon, je termine avec ma carte, puis après je monte les photos pour de vrai. Donc c'est ça, on arrive par Shira, on va prendre la voie orange qui contourne le Kili ici. Et ensuite, on arrive sur Scoulot et nous, on va aller rejoindre le cratère qui est dans ce coin-là. On dort dans le cratère, ce qui nous rapproche vraiment du sommet et ce qui nous permet vraiment de faire une ascension finale en 1 h 30, 2 heures. Là, il nous reste un petit raidillon en arrière pour aller grimper et faire l'ascension du Kili. Donc, la raison pour laquelle il y a encore très peu de personnes qui passent par là, c'est que un peu plus complexe niveau logistique. Ça prend l'approvisionnement en eau est aussi plus limité, donc souvent ça prend des équipes un peu plus importantes. Forcément, ça coûte aussi plus cher. Donc souvent les agences se limitent, plus rapide, plus simple et meilleur, rapport, qualité-prix. Donc souvent, c'est la raison pour laquelle, les gens, vont vers les sentiers les plus classiques. Mais encore une fois, bah, nous, on préfère faire un petit peu plus compliqué, mais ça vaut la peine parce qu'il y a vraiment très, très, très peu de monde qui passe par ces chemins-là. Puis dans le cratère, bah, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais vous allez voir que c'est vraiment quelque chose. Donc c'est ça, plateau de Chira, exemple un petit peu d'environnement dans lequel on évolue là quand on débute la marche. Donc à 3 500 mètres, puis progressivement, encore une fois, là on arrive, on n'oublie pas, c'est très volcanique, donc on est sur un autre type d'ambiance. Là, il y a justement le pic Mawenzi qu'on voit quand on contourne le Kili. Et voilà, donc notre approche. Plutôt que de vous faire vraiment le jour par jour du Kili, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puis je vous encourage à plutôt venir me voir. Moi, j'ai des cartes très belles au bureau. Ça me fera plaisir de vous montrer vraiment le jour par jour. Mais là, je vais vous parler plus de l'ambiance qu'on retrouve sur le Kili. Puis la raison pour laquelle, moi, personnellement, j'y retournerai demain, parce que j'ai vraiment tripé. J'ai tripé sur le Mérou pour les paysages, mais le Kili, j'ai tripé pour l'ambiance. Parce que, bon, bah, déjà, premièrement, les campements. Donc là, on n'est pas en refuge, on va être vraiment en camping tout au long de l'itinéraire. On fournit, donc c'est des tentes 3 places pour 2 personnes à chaque fois. On fournit, tout le matériel, dans le sens où les matelas de sol, les oreillers, bref, il y a des petites lampes, solaires. Évidemment, il y a tout le confort avec les tentes, repas, tentes toilettes, bref, campement, camp de base, à peu près assez traditionnel, mais voire plus là, étant donné qu'on fournit aussi les matelas. On a des petites tentes douches, des sortes de petites tentes à pompe, avec le pied là qu'on installe sur, certains de nos campements. Donc c'est toujours, très convivial, quand vous allez arriver, bah, vous avez qu'une chose à penser, c'est de marcher. Quand vous arrivez, votre tente est montée, souvent les matelas sont gonflés. On vous attend avec un petit thé, un bon repas chaud. Les midis, souvent les petits lunchs sont un peu rustiques là, je dirais. C'est sûr on fait avec ce qu'on a, puis, l'environnement dans lequel on est. Mais promis, le matin et le soir là, c'est toujours ultra copieux. Ils font vraiment des miracles en cuisine et ouais, on a vraiment une équipe, très, très le fun là. Leurs soupes peuvent, définitivement, se comparer à celles qu'on mange, au Pérou, entre autres. Et c'est clairement l'équipe locale qui fait le succès de ce voyage. Donc clairement, notre équipe, c'est la raison pour laquelle moi j'y retournerai demain. Ils sont assez hallucinants. Pour vous donner une idée, sur un groupe de 10 12 personnes, on a à peu près entre 50 et 60 personnes de l'équipe locale qui vous accompagnent. Donc c'est énorme, là. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Puis je vous laisse imaginer l'ambiance de fou qu'il peut y avoir le soir quand ça danse et quand ça chante. Vous êtes toujours accompagné par un guide, caravanier d'ici, mais aussi par des guides locaux, tanzaniens qui parlent très bien anglais. Et ensuite, il y a toute, la team cuisine et tous les porteurs qui sont avec nous. Donc ça fait, du beau monde le soir pour vous accueillir et clairement, c'est vraiment un soutien, essentiel, en fait. C'est vraiment beau temps, mauvais temps, là, c'est définitivement grâce à eux qu'on peut offrir, ce voyage-là puis qui vous permettent d'aller au sommet. L'autre grosse différence, bah, c'est clairement la nuit dans le cratère. Je vous en parlais, tantôt, le cratère là, ça nous permet vraiment d'avoir une approche, au sommet qui est, disons, beaucoup plus, en tout cas très différente et peut-être, qui paraît un peu moins difficile qu'en marchant toute une nuit, dans le noir. C'est vraiment pas la même dynamique, disons. C'est sûr que ça se mérite quand même d'aller dans le cratère, il va falloir grimper au bout d'un moment puis monter. Mais c'est rares sont les journées où on va vraiment partir à la noirceur. Donc le cratère, on est à 5 700 mètres.
C'est sûr que c'est très haut. La raison pour laquelle on dort dans le cratère, c'est parce que déjà, ça prend des permis, puis ça prend une très bonne acclimatation. Donc, on se permet de le faire parce qu'on a eu le Mérou avant. Si on n'avait pas fait le trek du Mérou avant, on n'irait pas, ça serait vraiment pas sécuritaire. Mais le luxe de dormir dans le cratère, c'est que s'il y a un autre groupe avec nous sur le campement, bah, c'est déjà beaucoup. Donc, on est souvent tout seul sur ce campement-là, puis on est au pied des derniers glaciers du Kili qui fondent à vue d'œil. Donc, définitivement, si vous voulez voir des glaciers, tardez pas trop parce que c'est encore le moment. On est assez privilégiés de pouvoir dormir au pied des glaciers. Pour ceux qui ont encore un peu d'énergie la journée où on arrive, ben, on peut aller s'approcher, aller les voir, puis c'est vraiment toute une expérience et c'est ça et ça nous permet justement, bah, le lendemain matin, on part souvent vers, 4-5 heures peut-être du matin. Pour commencer notre approche, comme je vous disais, il reste 1 heure et demie, 2 heures, un petit raidillon en arrière du campement qui nous permet d'arriver sur la crête pour atteindre le sommet et hem et c'est ça, dernier petit effort, mais on part, on arrive au lever du soleil. C'est encore une fois très spectaculaire, puis on arrive par une crête que personne voit jamais. On arrive en arrière, en fait, du panneau. Donc on est vraiment seul à arriver, au sommet et ça, c'est vraiment un feeling, ouais, très cool. Là, on le voit, là, nous, on arrive par ici, puis, ben, on voit les 1ers déjà, qui sont, tout là-bas, là, à la pancarte, en train d'arriver, tranquillement. Puis je vous assure que d'avoir marché 1 heure et demie, 2 heures, ben, on a pas mal plus le sourire que certains, en arrivant, au sommet pour, notre photo, parce que c'est pas toujours le cas. Ensuite, bon, ben, sommet, youpi, on est à quasiment 5 900 mètres, c'est le temps de la redescente. Donc là, on a 1 journée et demie de grosse redescente dans les genoux, mais en même temps, on a de l'oxygène qui revient, puis, la fierté d'avoir fait ce voyage. Donc, ça va toujours, très bien, puis évidemment, ben, on fait la fête avec l'équipe locale, à notre tour et c'est ça. Un petit mot, rapidement sur le niveau. C'est un niveau engagé parce que, bah, attendez-vous quand même à 11 jours de marche, consécutifs puis des journées quand même relativement assez bien alternées. En moyenne, c'est 5-6 heures de marche par jour, mais on a plusieurs journées de 8 à 12 heures par jour. Donc je dirais que, c'est ça, sur vos 11 journées de marche, il y a peut-être 4-5 journées qui sont considérées vraiment exigeantes, mais ça vous prend quand même une bonne préparation, donc être en mesure. Puis évidemment, il y a l'altitude là-dedans. Comme je vous disais, c'est pas un voyage technique, c'est de la randonnée, mais en haute altitude. Donc le facteur altitude va vraiment venir rendre le tout beaucoup plus engagé que ce que ça pourrait l'être évidemment. Donc ça, l'altitude, c'est un point, il y a pas vraiment de préparation. En amont, c'est sur place qu'on s'en occupe. L'itinéraire est pensé pour qu'il y ait une acclimatation optimale. Puis je vous assure qu'avec le Mérou avant, ça pèse un peu, dans la balance. Il y a plein de clés là, par rapport à l'acclimatation qui vous sont données aussi en amont, bien sûr, après votre guide, bref, tout le monde est là pour vous rappeler, l'hydratation, bref, plein de choses. Donc tout ça, on s'en occupe vraiment sur place, donc c'est pas censé être un point de stress avant votre départ. Le tout, c'est vraiment votre préparation physique et mentale. Physique, parce qu'évidemment, si vous voulez prendre du plaisir dans ce voyage, mais il faut vous entraîner, il n'y a pas de choix. Il faut aller faire de la randonnée pour un voyage de randonnée. Si vous faites de l'activité physique régulière à côté, bah, c'est parfait, il faut continuer. Mais il faut vraiment aller chercher des randonnées le plus possible avec du dénivelé de, ben, je veux dire, entre 800, 1000 mètres et plus. Donc, allez au maximum. Et mental, parce qu'encore une fois, on s'embarque dans un voyage où, les éléments peuvent jouer aussi contre nous. Ça se peut que vous ayez, 3 semaines de pur soleil, puis vous fassiez brûler par le soleil, puis, youpi. Mais ça se peut aussi que vous ayez de la pluie, de la neige, du vent, de la poussière, de la grêle. Tu sais, je veux dire, ça peut arriver, donc il faut se préparer aussi mentalement à toutes les conditions et ça passe aussi par l'importance d'un bon équipement. Donc tout ça, nous, on vous donne, à l'inscription des listes de matériel qui sont très détaillées. On fait toujours des rencontres avec les guides, rencontres pré-départ, et cetera, pour revoir ensemble le matériel, mais ça vous prend vraiment un bon équipement. Mais tout ça, c'est du détail, puis, quand vous nous appelez, on est en mesure vraiment de vous conseiller. La récompense, donc le safari, on est, oups, voilà, récompense, c'est ça. Donc on termine le voyage après notre portion de trek par 4 jours de safari. Alors là, pour vous situer un peu, donc Arusha,
Là, on avait le mont Meru qui était juste ici, le Kili qui était là. Et nous, pour le safari, on s'en va dans cette direction donc le Serengeti et ensuite le Ngorongoro qui est juste là, le cratère. Donc Serengeti qui veut dire plaines infinies. On est vraiment dans des grands, grands, grands espaces. Si vous avez le Roi Lion en tête, ça en est pas mal là-dedans. Serengeti, on va y passer 2 nuits. Puis encore une fois, on a fait le choix de donc c'est des jeeps là, vraiment jeep traditionnel, chacun sa petite fenêtre, puis ça se surélève, donc c'est vraiment, parfait. C'est une longue route là, vous l'avez vu, c'est une longue distance pour aller rejoindre, nos campements. Mais bon, déjà en passant sur la route, ben, on passe par la réserve du Ngorongoro, on peut déjà voir, quelques villages, il y a de la vie, il y a des gens qui vivent dans le coin, on peut déjà voir des animaux aussi, donc ça reste une longue c'est comme un voyage, c'est une approche pour aller atteindre, notre zone de safari. Et ce qui est assez, vraiment ben, moi, personnellement, ce que je trouve vraiment cool dans cette façon de faire le safari, c'est qu'on le fait aussi en camping, puis en camping sauvage. Donc ça reste privé. Dans les campings, il y a juste nous, il y a pas d'autres personnes, donc on est tout seul sur nos campements, mais on n'est pas dans des espaces qui sont clôturés ou fermés, on est vraiment, au cœur de l'action, là, dans la nature. Donc il y a bien sûr des règles de sécurité, mais c'est assez flyé d'entendre les hyènes la nuit, rôder autour ou d'autres, animaux. Là, on est vraiment, vraiment on se sent, ouais, au cœur du Serengeti, là, au cœur de l'action. Donc nos journées ensuite sont rythmées par des game drives là, comme ça, où on part souvent un peu plus tôt le matin. Le midi, début d'après-midi, il y a toujours des longs temps de pause pour, bah, souvent il fait un peu chaud aussi, donc ça nous permet de nous reposer, puis de prendre ça plus relax, puis en fin d'après-midi, on repart. Et notre dernière étape, c'est le Ngorongoro. Donc le Ngorongoro, en fait, c'est un cratère, qui fait à peu près 20 kilomètres de diamètre. Puis c'est comme un petit paradis terrestre, je dirais une sorte d'arche de Noé pour les animaux, là. Il y a vraiment une sorte d'écosystème ou un climat qui fait qu'ils s'y sentent bien et ils y vivent à longueur d'année. Donc si jamais il y a des animaux qu'on voit pas dans le Serengeti, il y a de bonnes, bonnes, bonnes chances qu'on le voit dans le Ngorongoro. C'est vraiment clairement un des plus beaux parcs, je pense, pour aller faire un safari, en Afrique. Il est classé au patrimoine mondial. Bref, c'est vraiment très, très beau là. On dort aux abords du Ngorongoro, même chose encore en camping, une nuit, ce qui nous permet, bah, assez rapidement là, au petit matin, au lever du soleil, vraiment de descendre tout de suite dans le cratère, puis de commencer notre journée de safari. Puis encore une fois, on se sent un peu seul, puis, donc on passe toute la matinée, en safari avant de reprendre la route, bah, direction Arusha pour le retour. Puis pour ceux qui veulent, continuer, peuvent le faire, souvent à Zanzibar ou ailleurs. Mais, voilà, j'essaye de penser rapidement. Donc les prochains départs, on a encore quelques places pour le départ du 10 janvier. Celui du 31 janvier est complet. Puis sinon, les inscriptions sont déjà ouvertes pour le 20 janvier, prochain. Donc, bah, c'est le bon moment et j'en suis à la période de questions, s'il y en a. Donc, j'en ai pas vu écrite. OK. Donc, vous pouvez nous les écrire, évidemment. On peut pas vous entendre, on le répète. Ça peut se faire aussi pendant que je parlerai de l'Ouganda, si c'est vraiment le Kili qui vous intéresse. Fait qu'on se donne une petite pause. Je vais faire ma petite transition. Attends, bah, déjà Oh, oh! je peux arrêter mon partage. Voilà. Hop, Je partagerai à nouveau de mon OK. bord. Je pense que c'est une question qui est rentrée, là. Ah ouais, il y a une petite question. En juillet, c'est vrai que j'ai pas parlé des périodes. Bon, je peux, rapidement parler de la bonne période, puis de la météo sur le Kili. En fait, on y va vraiment à 2. C'est sûr que l'été, c'est une période, touristique. En général, ça se ressent aussi dans le prix des billets. Les vols sont toujours plus chers en été. Bref, c'est vraiment la période où, il y a un petit peu plus de monde. Mais pour être honnête, sur la montagne, il y a du monde pas mal tout le temps. Mais comme je le disais précédemment, avec l'itinéraire par lequel on passe, été comme hiver, il y a pas une grande différence en fait. Ça va pas jouer. La bonne période, ça reste que dans tous les cas, en janvier, février, puis en juillet, août, on est dans la période, sèche, donc ça reste, idéal pour aller marcher, à ce moment-là de l'année. Ça, c'est André, ça, qui écrit cette belle question-là. Claudia, non? Ben Pour le écoute, André, si t'as des assurances, c'est
peut-être un voyage sur lequel tu pourrais t'inscrire. Non, c'est sécuritaire, pour vrai. Les safaris, puis nos jeeps. En Même tout le cas, camping, c'est sécuritaire. ouais, on n'a jamais eu, tu sais, on a le droit normalement à un 10% de perte par voyage, puis on Hmm. n'a jamais atteint. Ce matin. Donc, est-ce qu'on crée des déceptions? Peut-être. Euh, donc, je partage quoi en fait? Ton Attends, écran. ouais, c'est bon. Attends, je suis déjà paumé. Donc, j'enchaîne de mon côté avec l'Ouganda. N'hésitez pas vraiment s'il y a d'autres questions. Philippe pourra y répondre pendant que je parle. Ouais. Et confirme-moi, je te vois pas là, mais confirme-moi que tu vois juste la carte de l'Ouganda, de Non, l'Afrique. tu partages plus ton écran là. On voit pas ton Ah oui? écran. Non. Ok. Et là? Ah là, oui. Ah, super. Bon, donc, de mon côté, l'Ouganda, alors, on reste quand même dans le même esprit, hein. On est dans à peu près la même grande région d'Afrique de l'Est. C'est le même grand groupe culturel, ethnique, linguistique, mais on va un petit peu plus au nord. Et je vous dirais un petit peu plus dans une forêt, dans un climat, disons, de forêt équatoriale, qui est encore parsemé là, par sa réalité géographique, par des massifs de montagnes. C'est un peu la continuité de la grande faille du Rif. Le voyage qu'on propose, il se concentre sur, on peut dire, deux grandes thématiques. Donc, d'abord, un grand trait dans le massif des Rwenzori. Donc ça, c'est un massif de montagne qui culmine à 5100 mètres environ. C'est pas tout à fait, mais en fait, non, c'est pas le même environnement ou la même géologie que les volcans ou les massifs de montagne de la Tanzanie, mais ça reste quand même un massif de montagne. Et l'autre thématique serait sans aucun doute les grands primates. Donc, on peut voir ici les lieux que nous visiterons et il y aura un regard aussi safari, comme on peut le voir, comme on l'a vu avec le Serengeti, mais ça sera dans ce coup-ci dans le parc de Queen Elizabeth. Fait que j'avais une photo pour appuyer le concept des grands primates. Petite blague de tout. Bref, il est tard. Alors, donc, on vous amène d'abord, on arrive à Entebbe. Entebbe n'est pas tout à fait la capitale de l'Ouganda, c'est plutôt Kampala, mais on préfère vraiment l'ambiance plus décontractée, petite échelle d'Entebbe. On est situé sur le bord du lac Victoria, donc c'est un environnement très c'est beaucoup pêcheurs, c'est très verdoyant, c'est relativement calme. J'ai été surpris beaucoup par justement des petits restos en terrasse sur le bord du lac, des ambiances quasiment balnéaires, si je peux dire. Donc ça, c'est intéressant. Beaucoup de bonnes adresses quand même sympathiques à Entebbe, plein de petites rues. C'est un petit coup de cœur pour cette ville qui est située tout au sud de Kampala. Et c'est là aussi qu'il y a l'aéroport international. Donc, en termes de déplacement, c'était juste plus wise, plus logique. Par contre, qui dit climat humide peut dire aussi certaines choses, certains phénomènes naturels vraiment étonnants. Au loin, ça m'a marqué beaucoup là, qu'on allait faire un séjour sur le lac Victoria. C'est-à-dire, au loin, je pensais que c'était un feu qui pognait sur une île, mais non, c'est des nuages d'insectes. Donc, il y a une faune assez présente, disons, partout dans ce pays-là. Tu sais, qu'on dit la forêt équatoriale qui subsiste en Afrique, on est vraiment au cœur de ça. Donc, les pays comme le Gabon, le Congo, le Rwanda, l'Ouganda, on est vraiment dans une Afrique verdoyante, opulente, et ça se ressent. Donc vraiment partout, ça serait, je vous dirais, la couleur un peu distincte par rapport à l'environnement un peu plus plein et volcanique là, de la Tanzanie. Là, on est vraiment ailleurs. Donc, petite ambiance comme ça, des petites rues de Kampala et d'Entebbe. Plutôt Entebbe que Kampala, disons. Et le voyage, on reste un peu là, mais tout de suite, on va transiter vers Kibale, donc la première forêt qui va nous intéresser, le premier parc. Où là, aux abords de Kibale, ben, c'est la vie africaine, dans tous ces contrastes qu'on peut côtoyer, observer. Donc, c'est un pays qui est quand même très pauvre, l'Ouganda. Donc, ça se ressent. En même temps, il y a quand même une beauté qui émane de ça.
un esthétisme qui est très distinct et différent, évidemment, du nôtre. Donc, c'est quand même ce contact-là qu'on aura, ce contact-là quand même véritable, véridique, puisque ben le tourisme abonde pas énormément en Ouganda. Oui, Kibale, Bwindi, les forêts où on peut aller observer le chimpanzé puis le gorille, mais ça reste quand même très niché. Donc, on n'est vraiment pas dans un tourisme de masse. Et encore une fois, le contact, quand il n'y a pas un tourisme de masse, le contact avec les gens est plus vrai. Et c'est un constat, là. Donc, autour de Kibale, vous voyez, c'est notre camp de base avant d'aller vers l'observation des chimpanzés. Donc, ça sera des moments comme ça qu'on vivra pour se mettre un peu dans l'ambiance. J'étais fasciné par ces vaches-là, donc j'ai mis une photo, mais la Longhorn, là, la vache qu'on trouve au Texas, là, elle peut aller se rhabiller par rapport à ces cornes de vaches qu'on retrouve dans cette région. Et puis moi qui est un collectionneur de billets, là, j'ai été au lac du billet en tant que tel, donc pour moi c'est un grand moment, un moment fort de ce voyage. Et ceux qui ont un rapport à l'argent un peu ambigu, ben sachez qu'en Ouganda, c'est sûr que tout le monde va être millionnaire, puisque le taux de change est tout à fait dérisoire, donc ça c'est vraiment drôle. Alors c'est les petits fun facts du Ouganda. J'avais des vidéos pour vous mettre dans l'ambiance, mais vraiment la première marche immersive qu'on va faire pendant ce voyage-là, ça sera d'aller observer le chimpanzé. Ça se déroule aux petites heures du matin, là, le soleil n'est pas encore levé, il fait noir, et on rencontre un ou deux guides du parc, des rangers, si vous voulez, puis ils nous amènent marcher dans la forêt pour aller observer. Donc, c'est vraiment une activité, si vous voulez, je ne veux pas dire anthropologique, là, mais je ne ferai pas trop de parallèle avec l'humain, mais c'est vraiment, tu sais, c'est pas un zoo. Donc, on marche et on tente de traquer, hein, plutôt eux que nous, là, le chimpanzé pour aller l'observer du plus près possible. Et dans les premières lueurs ou lumière encore obscure, là, du moins l'obscurité du matin, tout ce qu'on entend, c'est un univers sonore vraiment éclaté, voire même épeurant, parce que il y a plein de choses qu'on connaît pas, du moins ceux qui sont pas habitués d'aller dans les forêts équatoriales, c'est vraiment surprenant. Je peux peut-être juste essayer au niveau sonore parce que je sais que ça élaguait tantôt la vidéo. T'entends pas? Ok. Bon, bref, c'est peut-être juste dans mes oreilles que ça me surprend à chaque fois. Je vais arrêter ça. Mais ça a été pour moi vraiment quelque chose qui m'a marqué de faire ça. Et surtout au moment où on commence à entendre les premiers cris de chimpanzés. Et là, je vous passe tout ça. C'est une vidéo qui date d'une époque où on présentait en live. Là. Donc peut-être une petite on a des choses qu'on ne pourra pas revivre ici, mais vraiment, ça le matin, c'est super surprenant. Mais encore une fois, on ne fait que les entendre et on ne les voit pas. Donc, il faut vraiment continuer à les traquer. On marche au cœur de la forêt. Il n'y a pas de sentier. On est dans tout cet environnement-là jusqu'à un moment où il y a le premier contact qui se fait. Donc, il n'y a pas de timing vraiment parce qu'il n'y a pas rien qui peut nous garantir l'observation des chimpanzés, mais on essaie vraiment très fort de vous faire vivre ce contact-là. Puis à un moment donné, on va rencontrer un clan. Et là, à ce moment-là, on s'arrête, on se pose, voire même on s'agenouille par terre et on ne fait qu'observer dans le silence. On les voit dans les arbres, on les voit au sol, on les voit communiquer. Donc, on essaie de tout vous expliquer ça. C'est vraiment une société assez complexe, la société des chimpanzés. Et voilà, donc c'est une journée comme ça d'immersion avec nos rangers. Fait que c'est vraiment photo, marche et backcountry, j'ose dire, parce qu'il n'y a aucun sentier d'auto au cœur de la forêt. Donc, il faut quand même avoir une certaine aisance à se mouvoir, à bouger, à marcher là-dedans. Il faut évidemment pas trop avoir peur de tous les insectes et autres. Des fois, il y a des fourmis rouges qui rentrent par les chevilles, des araignées immenses, c'était tout ça, mais ça reste quand même une expérience qui, à mon avis, vaut grandement la peine de vivre une fois dans sa vie. Là. Et c'est particulièrement en Ouganda que c'est intéressant pour les chimpanzés. Donc, forêt de Kibale, premier volet de ce voyage. On a
toujours des hébergements qui sont des hébergements bien situés aux abords de ces forêts-là, donc des hébergements qui serviront de transition avec les autres aventures, avec les autres chapitres du périple. Donc, comme ça, ici, bien situé aux abords de la forêt, c'est des lodges, petite vue sympathique, bonne bouffe, etc. On dort bien. Et on enchaîne ensuite vers les monts Rwenzori. Les monts Rwenzori, ben, c'est une photo comme ça qui symbolise plus ou moins. On les voit peut-être mieux au loin. Il faut savoir que Rwenzori, dans la langue locale, veut dire un peu le dieu nuage ou the rainmaker, le faiseur de pluie. Donc ça, c'est Lord Stanley qui est arrivé la première fois à la fin du 19e siècle, un peu constaté que l'hostilité de la météo, des lieux méritait amplement ce genre de nom-là. Donc pour nous, ça fait partie d'un enjeu de choisir la bonne date et la bonne période pour faire cette randonnée ou ce mélange, si vous voulez, de ces activités-là. Ça se trouve à être à quelque part entre la mi-janvier et la mi-février, voire fin février. Donc c'est très précis comme fenêtre météo. C'est là où il y a le plus de probabilité que ça soit dégagé comme ça, qu'il y ait le moins de rainmaking, justement. Alors on fait toujours un départ annuel, qu'un seul, et ça se déroule à la fin janvier, à peu près à chaque année. Donc voilà. Donc on est dans les villages au pied des montagnes. On rencontre notre équipe. Donc un peu dans le principe du Kilimanjaro, on a une équipe locale qui est assez développée. Souvent 1, 2, 3 guides de trek selon la taille du groupe et un ensemble de porteurs, un cuisinier, un aide-cuisinier. Et tout ce beau monde-là va marcher avec nous à des rythmes différents parce que, bon, selon leur tâche, leur rythmique, etc. Mais ça reste qu'on est une petite caravane, pas autant que Kili, mais quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive, on part du village de départ. C'est vraiment, on passe à travers tout ça et c'est l'aventure qui commence. Et on est à quoi, là? Même pas, il manque des altitudes de mémoire, mais à peu près 1800 mètres. Et on sait qu'on va culminer dans ce voyage-là, dans cette randonnée-là, à 4400 autour, le Peak Wiseman. Donc, ça fait 3000 mètres, on va dire, à peu près de dénivelé et plusieurs écosystèmes traversés. Donc, on commence vraiment dans la forêt équatoriale où il y a les cultures, etc. Il fait super chaud, c'est super humide. Et tranquillement, on va monter vers un climat de montagne, voire même de haute montagne. Donc, petite photo d'entrée de nos gueules d'aventuriers. Et on commence sur un circuit qui s'appelle le Central Circuit, donc qui est en fait une boucle qu'on va faire dans le massif nord-est du massif des Rwenzori. Et l'idée ici, il n'y a pas des tonnes d'alternatives de sentiers ou de grands circuits, donc c'est vraiment une boucle qu'on fait comme on le voit, de l'est jusqu'au massif. Le massif va flirter avec la frontière du Congo. Et vous voyez qu'il va rester, on voit les montagnes là, avec les petits dessins, petites neiges, etc. Donc, il persiste des glaciers à cette latitude parce qu'on est à l'équateur, donc on est à la latitude 0. Il persiste quelques glaciers dans ce massif de montagnes. Donc, on va faire vraiment une immersion au cœur de ces hautes montagnes-là pour revenir par le sud. Donc, c'est une espèce de boucle sud-nord à travers les vallées. Et comme je disais tantôt, c'est un trek qui va nous faire passer à travers plein d'écosystèmes, en commençant tout d'abord forêt équatoriale, forêt de bambou. Et là, il manque le nom en français, mais le heather tree, là, c'est le bruyère, forêt de bruyère complètement hallucinante. Et souvent, à cette altitude-là, autour de 2500 mètres, c'est très chargé d'humidité, c'est beaucoup des brouillards matinaux en fin de journée. Donc, ça fait une ambiance vraiment mystique qui est vraiment unique. Donc, cette forêt de bruyère-là, en plus, donc ces arbres, hein, qui sont squattés par plein d'autres espèces de plantes. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est un environnement qu'on ne retrouve pas beaucoup dans le monde pour avoir beaucoup voyagé. Alors, ça, c'est un point fort de ce trek-là. Puis aussi, bon, j'avais une autre vidéo pour vous montrer en image ce que c'est marcher dans les Rwenzori, mais peut-être je vais vous laisser la surprise. Mais tu sais, qui dit montagne, rainmaking, king of clouds, ben dit humidité et sol mouillé.
Donc, dans les Ruwenzori, j'aurai des photos plus tard pour vous montrer, mais on est vraiment dans un trek qu'on fait en bottes de pluie. Donc, on vous conseille certains modèles de bottes de pluie qui sont juste parfaits pour ça, qui sont confortables, qui donnent un soutien. Mais s'il y avait un trek dans le monde qu'on fait en bottes de pluie, c'est celui-là. Donc, c'est un trek quand même de 9 jours en tout. Et on va avoir les pieds au sec. Fait que c'est une des particularités. Je sais pas s'il y a des gens qui voient mes images et le son que j'ai, moi, mais bon. Je vais continuer avec d'autres images pour affirmer mes dires, mais c'est un terrain qui est complexe. Dans le jargon, là, oui, il y a un sentier, oui, c'est déterminé, il y a des aménagements, il y a des petits ponts, etc., mais ça reste qu'il y a des gros segments qui sont complètement wild, sauvage, où là, la piste est complexe, donc il faut travailler avec les bâtons, l'équilibre, etc. C'est réellement une aventure de faire les Ruwenzori, et c'est pour ça qu'on a le goût, nous, d'y aller. Alors voilà, on voit aussi qu'on voit les forêts de sénéciaux géants, loubelli, etc. Donc on retrouve à peu près le même écosystème qu'on peut avoir à certaines latitudes du Kilimandjaro, autour de 3800 mètres. Donc ça va nous faire des petits flashbacks, ceux qui ont vécu Kilimandjaro, ou juste de découvrir si c'est la première fois que vous allez dans ces environnements-là. On peut retrouver à peu près cette végétation-là un peu en Équateur, en Colombie, mais vraiment tout ce qui est végétation d'altitude au niveau de l'Équateur, il y a quelques spots dans le monde où on retrouve ça. Et là, c'est très riche pour ça au niveau de la végétation. Encore mes petites vidéos que je vais passer. J'en ai mis plus que je pensais. Au niveau de l'hébergement ou des refuges qu'on a, ben, il y a une multitude, c'est vraiment un trek en itinérance. Donc, on se déplace de refuge en refuge. Il y a des fois des abris, justement, pour les repas communs ou les pauses dans des endroits clés, parce que, le climat peut être complexe. Donc, on préfère avoir un toit par-dessus la tête. Mais, donc, il n'y a pas de camping pendant ce trek-là, mais on est en refuge. Et des fois, les refuges, ils sont beaux, des fois, ils sont un petit peu plus rudimentaires. Ça reste qu'encore une fois, hein, c'est pas un environnement ou une région qui est super fréquentée, donc il n'y a pas énormément de moyens. Et puis, je vous dirais que tant mieux, parce que ces refuges-là sont en plus limités par rapport à leur capacité d'accueil. Il y en a certains, ça va jusqu'à 16 ou 20 personnes par nuitée, donc on s'entend qu'on si nous, on est un groupe de 10, ben, on ne croisera pas des tonnes de gens et c'est un peu ce qu'on recherche dans un trek comme celui-là. Donc, quelques photos, là, il y en a plusieurs, là, des camps. Un en particulier qui est un petit peu rustique. Donc, moi qui adore la proximité avec mes voyageurs, là, on n'avait pas le choix de toute la gang ensemble. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le contenu, si vous voulez, des tentes qu'on voit là. Mais voilà. Donc, il faut s'attendre à un petit peu de proximité pour les nuitées. Mais c'est réconfortant. C'est chaleureux. Et ça nous rappelle notre enfance si vous avez grandi dans des grandes familles. Voilà. Donc, on continue. Et là, vous voyez que l'environnement change. On est de plus en plus en altitude. La neige commence à apparaître, même si on est en janvier, alors que c'est l'été. Ben, pas tout à fait l'été austral, mais presque. Donc, 4400 et plus, là, ça commence à être plus froid. Donc, il faut vraiment notre palette, si vous voulez, de vêtements, notre garde-robe doit être assez diversifiée pour faire ce trek-là, parce qu'on va finir en doudoune, en manteau Gore-Tex, puis avec une tuque et des mitaines. Donc, ça c'est un camp là, qui est situé juste au pied du mont Margarita. Le mont Margarita, c'est le pic, si vous voulez, le point culminant. Qu'on reconnaît ou qui est peut-être reconnu plus dans le massif du mont Stanley, là, donc 5109 mètres d'altitude. À l'époque, je le faisais, pour être honnête, là, pas à travers Caravani, mais on le faisait en alpinisme. Mais nous, avec Caravani, on préfère vraiment le laisser dans l'esprit de la randonnée, parce que l'alpinisme, c'est tout un autre niveau, et puis avec la fonte des glaciers, le réchauffement global, etc., ça fait que le terrain est de plus en plus compliqué, les crevasses complexe à passer, beaucoup de manipulation de cordes, donc ça aurait été un autre voyage. Donc on préfère vraiment faire la grande boucle à pied, et c'est tout à fait diversifié
diversifié, divertissant et autres, et ça en vaut grandement le déplacement. Notre équipe est très concentrée sur nous, sur les services, vraiment. Donc, on n'a pas des gros, ils n'ont pas des gros volumes, mais ils se concentrent très fort sur la qualité de la nourriture qu'on va avoir tout au long. Il y a un système de ravitaillement aussi, donc ça fait en sorte qu'on peut manger relativement frais tout au long du voyage. Donc ça, c'est un autre plus. Bon, j'ai mis des vidéos de ça, mais bon, on était très attentionnés, je trouve. Et ça continue. Donc, on fait le boucle, on va se diriger vers le sud et on va revenir dans un autre. Là, on est plus dans les montagnes, c'est une forêt plus de bousquets et autres. Je trouve que c'est un peu une autre palette de couleurs que qu'est-ce qu'on a revu dans la vallée plus au nord. Et on se dirige vers le pic Wiseman, si vous voulez. C'est un peu comme le point culminant du voyage. Donc, c'est un petit détour qu'on fait, un aller-retour, en fait, à l'échelle d'une journée, pour aller chercher le point culminant du voyage à 4620 mètres. Évidemment, ça donne une superbe vue parce qu'il se trouve au cœur, si vous voulez, de notre trek. Donc, ça permet d'avoir une vue sur le pic Margarita, le massif de Stanley, le Speke à côté. Mais encore une fois, il faut que le dieu du King of the Clouds nous laisse une certaine ouverture, une perspective. Alors pour ça, on n'a aucune garantie, mais bon, c'était quand même pas si mal à l'époque où j'ai pu le faire. Et tout ça redescend et on revient tranquillement vers la chaleur. Regardez ici, cette dame a une grosse doudoune. Fait que, les contrastes de température sont forts. Et on repart dans cette vallée, direction point de départ pour compléter la boucle. Le soleil revient, le ciel est clément, donc on peut se permettre des petites pauses comme ça de détente dans cet herbage très confortable. Et honneur à nos bottes de marche, donc des bottes à pluie achetées chez l'équipeur avec une bonne semelle pour donner un peu plus de confort. Donc, c'est la botte du randonneur dans les Rwenzori. Donc, si vous recherchez un trek qui se fait en botte de pluie, ben, il y a peu de place dans le monde où on en fait, je vous dirais. Il y a en Équateur, il y a là, puis en Nouvelle-Guinée-Papouasie. Fait que, il y a une particularité qu'on peut bien dire, c'est ça. Alors voilà, des petites images comme ça vers le retour tranquillement. Et là, vraiment, on regagne super vite. Finalement, la chaleur, plus on redescend sur la barre des 2000. Il fait bon, on fait sécher notre stock et on revient tranquillement. Bon, je ne veux pas dire à la civilisation, mais on va dire au confort global. Et puis, les moments forts de ce voyage-là, en tout cas avec l'équipe, c'est ça. C'est le contact qu'eux vont nous donner, les échanges qu'on va avoir eu avec eux, les guides et toute l'équipe de porteurs cuisiniers. Donc, c'est quand même pas mal de monde. Mais ça, je trouve que c'est un moment très marquant de cette expédition-là, de ce grand trek-là, au-delà des paysages uniques. C'est ce lien-là qu'on crée pendant 9 jours. Donc, voilà pour les Rwandais. Trouvez-moi là-dedans, voir. Où est Charlie? Voilà. On continue notre balade. On se dirige vers le sud, donc en route vers le parc de Queen Elizabeth. Et on va traverser la ligne de l'équateur. C'est pas tout à fait comme en équateur, là, ceux qui ont vu ça, une ligne bien déterminée, etc. Mais il y a ce fameux site-là qui est sur le bord de la route. Il n'y a à peu près rien autour, mais on voit là, la ligne, elle est faite en béton. Hémisphère sud, hémisphère nord. Ça reste un petit spot, mais qui est très photogénique. Donc, on aura symboliquement passé ce lieu avant d'arriver dans un environnement différent, qui est le parc de Queen Elizabeth, reconnu pas mal pour un environnement de steppe, de plaine, et ce grand canal, on le verra un petit peu plus tard, le canal de Kazinga, qui est reconnu pour sa faune assez particulière. En fait, c'est vraiment un foyer parfait pour rhinos, hippopotames, éléphants et autres. Donc, on va être en lodge dans ce parc-là. Tented Camp. Félix, regarde-moi dans les yeux. Je dis n'importe quoi. Peut-être pas. Bref, c'est pas important. OK, l'hébergement, mais c'est des options. OK. Si, c'est bon. OK. Merci. Ouf. J'ai misé sur le bon. J'ai jamais fait de caravane, donc j'ai misé. Mais je reviens tout de suite sur le canal de Kazinga. Donc, c'est un canal, en fait, qui relie deux grands lacs là, en Ouganda. Et, tu sais, les hippopotames dans le monde, on peut le voir à quelques endroits
On a un peu dans le parc de Serengeti. On a un peu dans le Shlushuin-Mfolozi en Afrique du Sud, mais on a énormément ici dans le réservoir de Kazinga. C'est impressionnant de voir ça. Donc, on se balade, si vous voulez, en bateau pour être en immersion avec eux. Donc, c'est une partie du safari qu'on fait, là, une partie en bateau comme ça, pour aller observer du point de vue de l'eau, si vous voulez. Ces immenses mammifères terrestres aquatiques. Et il y a la population qui est là, donc le parc n'est pas 100% hermétique, donc il y a encore des populations de pêcheurs qui sont établies, donc ça, je trouve que ça fait aussi un environnement visuel qui est intéressant, et une faune aviaire super riche, ainsi que plusieurs troupeaux d'éléphants. Donc c'est vraiment ce qui marque principalement cette portion du safari qu'on va faire. Et après ça, ben, un peu plus classique, sans dénigrer ou sans enlever la puissance de ça, là, mais un safari en véhicule. Donc, on a pu voir un peu dans l'esprit de la Tanzanie avec le Ngorongoro et puis le Serengeti. Là, j'ai mis juste d'autres animaux qu'on, je pense pas que Ophélie aurait mis dans son diaporama, comme les impalas. Je trouve que l'impala est un animal vraiment négligé dans les photos de safari, ainsi que le bush, comment il s'appelle lui? C'est le, en tout cas, lui, le deer, en tout cas, bref. J'oublie le nom, ça me fait chier. Mais bon, bref, c'est un autre environnement, une autre palette de couleurs par rapport à tout le reste. Puis je vous dirais même par rapport à la Tanzanie. Fait que ça, c'est une force, je trouve, c'est vraiment un point fort du voyage, le Queen Elizabeth National Park. Et à la suite de ça, on se dirige, on continue notre route vers le sud, en direction de Bwindi et la forêt impénétrable de Bwindi. J'adore ce nom-là, ça fait comme un lieu qui est complexe d'accès, donc une petite communauté qui est établie aux abords de cette forêt, qui se nomme Bwindi, donc qui est un petit un bled finalement, là, qui est au cœur de la forêt équatoriale, mais qui est parsemé de très beaux hôtels, de bons restos, de petites places sympas. Donc on peut aller juste s'imprégner de tout ça, aller rencontrer la vie rurale, la vraie vie, disons. On a un contact aussi avec des écoles, voir un peu comment ça se passe, etc. Et aussi avec les communautés pygmées, donc qui est une communauté vraiment ancienne en Afrique, qui est une communauté de nomades qui vit dans les forêts là-bas. Et les pygmées sont reconnus par leur petite taille, donc c'est sûr que je détonnais un petit peu à côté d'eux. Donc on voit un peu leur mode de vie, on fait un peu d'immersion, on pousse pas plus que ça, c'est pas rien de stagé. On partage des fois des moments et voilà, c'est juste comme un échange, si vous voulez, quasiment anthropologique dans ce cas-là, on comprend un peu leurs mots, leur façon de vivre ancestrale, maintenant les enjeux modernes, donc c'est quand même intéressant. Et ça, c'est un peu le prémisse pour arriver à la marche d'observation des gorilles dans la forêt impénétrable de Bwindi. Donc, j'ai mis une photo ici de la tenue. On parlait tantôt de bottes de pluie, mais là, c'est le bas par-dessus les pantalons parce que dans cette forêt, il y a énormément de fourmis rouges. Donc, sachant que c'est un trek, oui, évidemment, on marche, mais quand on est en mode observation, on doit être 100% immobile, peu importe ce qui arrive. Donc, c'est pas rare d'être envahi par les fourmis, mais il faut rester zen. Et je dis fourmis, il y a d'autres choses aussi, mais là, ben, on est quand même dans un speech de vente. Fait que le reste, je laisserai découvrir, mais ça reste que, autant comme on l'a vu dans la forêt de Kibale, qu'ici à Bwindi, il y a une notion d'aventure. Donc le principe, c'est qu'on s'inscrit longtemps d'avance, c'est très réglementé, c'est très restreint, là, les permis, et c'est très cher aussi. Là. C'est pour ça que le voyage aussi a ce prix-là. Donc c'est très, comment dire, limitatif, disons, au niveau de l'accès. Mais en même temps, ils veulent donner le plus possible de chances de rencontrer une famille ou un clan de gorilles. Donc, c'est pas non plus une garantie. Donc, il y a des gens, des trackers, là, qui vont partir très tôt le matin, qui vont repérer les familles. Ils sont suivis de jour en jour, donc ils savent à peu près où ils sont, mais les gorilles se déplacent. Fait que selon le portrait type de chacun des groupes, ils vont attribuer des familles
qui ont plus de probabilité d'avoir une rencontre. Donc, si t'es pas un super bon marcheur, ils vont te donner la famille de gorilles qui est pas loin. Si t'es un bon marcheur, ils vont te donner un petit peu plus loin. Donc, bref, c'est réparti comme ça. Puis là, à la radio, on les entend. Ça track. Ils entendent. OK. Puis là, ben là, notre guide nous amène. Et à un moment donné, arrive le moment où, à travers cette jungle, encore une fois très dense, avec pas de sentier, finalement, on finit par avoir cette rencontre. Donc, contrairement aux chimpanzés, les chimpanzés sont un petit peu plus méfiants, sont un petit peu plus, hein, pas agressifs contre nous, mais ils fuient, sont un petit peu plus cocky, si je peux dire. Là, les gorilles, les autres, c'est relax. Donc, c'est souvent très passif une fois qu'on les rencontre. Puis en même temps, ben, des fois, ça peut se passer à quasiment 1 mètre de nous. On nous donne des limitations par rapport à la proximité. Mais des fois, c'est tellement dense la forêt qu'on peut même pas s'en éloigner. Donc là, c'était comme, OK. Donc ça se pourrait qu'il y ait fameux le moment là, où là, justement, le gorille arrive proche de toi, te touche, etc. L'idée, c'est de pas essayer d'avoir de contact visuel avec les gorilles pour éviter une confrontation. Donc, ça serait un peu tannant. Mais ça, c'est un moment, je vous jure, là, c'est un moment super fort de mon existence, si je peux dire. Ce contact-là avec certainement un primate qui est le plus proche de l'homme, je pense. Du moins dans ses regards, dans son comportement, dans ses gestes. Fait que ouais, c'est une confrontation avec nous, avec nos origines, disons. Et en plus, quand arrive le moment d'avoir un silverback, donc un mâle dominant là, qui est à maturité, donc on le reconnaît avec son dos, son pelage argenté, et lui est très puissant. Donc juste le fameux tambourinage là, sur le torse, là, juste ça, entendre ça, c'est un moment autant fascinant qu'épeurant, je peux vous dire. Fait que voilà, donc ça va durer 1 heure, ce moment-là de rencontre. On essaie justement qu'il n'y ait pas trop d'accoutumance, pas on, mais le parc essaie qu'il n'y ait pas trop d'accoutumance avec l'homme. Évidemment, on n'a pas le droit de les nourrir, mais je veux dire, ça reste quand même vraiment axé sur la préservation naturelle de l'espèce. Donc pour ça, ils font un satané boulot. Il faut savoir que l'observation des gorilles, on peut le voir dans 3 endroits dans le monde. Donc, c'est les pays limitrophes à l'Ouganda, au Congo, dans le parc de Virunga, mais ça, c'est comme tellement gangréné par toutes sortes de milices, etc., qui veulent faire en sorte que le tourisme ne se développe pas. Donc, c'est plus complexe au niveau du Congo. On l'a beaucoup au Rwanda aussi. Mais le Rwanda, pour plein de raisons, c'est beaucoup plus cher que l'Ouganda. Donc, je voudrais que l'Ouganda, c'est un peu la façon accessible économiquement là, de voir les gorilles, mais c'est aucunement, je vous dirais, laisser aller ou déglinguer. C'est vraiment très bien géré par les parcs nationaux. Ici, c'est un petit moment de cute, là, de petits gorilles qui jouaient, mais bon, je vais vous le passer la vidéo. Vous pouvez l'imaginer. Donc, ça finit notre expérience. Ça joue quand même. Bref, on verra ça sur place. Et sinon, ben, on se rapatrie après Bwindi, on revient vers Entebbe. Et on finit souvent le voyage par un clin d'œil ou une immersion, si vous voulez, dans les grands marais du lac pour aller observer les pêcheurs. Donc, la pêche sur le lac Victoria, c'est une activité très forte, très ancestrale. On veut lui porter un regard. Donc, c'est une activité qui se fait très tôt le matin. Et puis, c'est juste super esthétique. On est vraiment dans la contemplation. Puis notre but, c'est pas juste d'aller voir les pêcheurs, c'est d'aller voir aussi certaines espèces aviaires, donc aviaires maritimes, là, dont ce dinosaure, littéralement. Là. Donc le shoebill, qu'on appelle en anglais, le nom, c'est le bec à sabot du Nil. Donc, ceux qui ont deviné un jour que les oiseaux provenaient des dinosaures, ben, je pense que ça, c'est une image ou une espèce qui le prouve. Parce qu'en plus, regardez ses yeux et la forme de son bec, là, il peut pas cligner des yeux, en fait. Il y a toujours cette espèce de regard-là qui rappelle le tyrannosaure ou autre.
C'est vraiment hallucinant de voir cet oiseau-là. Donc, c'est un peu la quête qu'on aura dans les explorations du marais, des marais du lac Victoria aux abords d'Antibes. Puis je vous laisse avec cette photo funky de nous qui prenons des motos pour revenir à l'hôtel, mais ça reste que c'est décontracté quand même, l'Ouganda. C'est relax. Puis vraiment, l'ambiance, je la recommande. Puis je la trouve distincte pour avoir beaucoup voyagé en Tanzanie, au Kenya. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent un petit peu en Ouganda pour ça. Voilà, donc c'est notre voyage. On a un départ annuel. Il se fait le 20 janvier. Voilà, et c'est confirmé cette année. Ça fait quand même longtemps que ce voyage n'a pas eu lieu. C'est Caravani, en fait, il y a eu la pandémie, il faut se souvenir. La dernière fois, c'était, je pense, en 2019. Mais pour ça, je te passe la balle, Ophélie. Ouais, bah effectivement, c'est ça, c'est un retour en Ouganda cette année, en tout cas en janvier. Si jamais vraiment vous avez le goût de partir bientôt, bah, n'hésitez pas là. C'est sûr que les permis sont très très limités, surtout pour aller voir les gorilles puis les chimpanzés, mais sinon, c'est peut-être pas un départ qu'on fera chaque année, étant donné le caractère assez exceptionnel de cette destination. Donc en tout cas, c'est la chance en janvier prochain, c'est confirmé.